Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts pour la suite de ce cycle consacré au western. Je vous remercie d'être là. Donc l'idée, oui, effectivement, c'est la 4e séance. Donc on a vu avant des films qui sont plutôt considérés comme des classiques hollywoodiens, on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis là, donc l'idée, c'était de passer au western italien. Donc ça va faire un petit choc. Donc je vais prendre un petit peu de temps au début pour peut-être cadrer un petit peu tout ça. J'imagine que vous connaissez un petit peu le western italien. Je voulais pas justement passer un Sergio Leone parce que je pensais que c'était trop connu. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc ce film El Chuncho. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avaient déjà vu, El Chuncho? C'est monsieur, ouais, d'accord. Donc pour la plupart, c'est une découverte. Tant mieux, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est un film de Damiano Damiani de 1967. Un petit mot pour commencer sur Damiani, parce que c'est un cinéaste qui a très longtemps en fait été difficilement identifié, on va dire, par la critique, la cinéphilie en général, dans le sens où, par exemple, je crois que la Cinémathèque a fait une rétrospective seulement il y a quelques années. Il y a une difficulté, semble-t-il, en fait, à le considérer comme un auteur ou alors juste comme un faiseur talentueux. Enfin voilà, c'est pas évident. Damiani, c'est quelqu'un donc qui a dans sa carrière, il a commencé par faire les beaux-arts. Il a été dessinateur de BD dans les années 40, ensuite plutôt scénariste dans les années 50, puis après il commence à être réalisateur début des années 60. Pardon. Et ça, on considère que sa grande période, c'est plutôt, on va dire, 67-74. Donc ça commencerait avec El Chuncho, qui est donc déjà un très grand film. Enfin, j'espère que vous le verrez comme tel. Alors, il s'est beaucoup intéressé la question de la mafia et de la corruption dans la société italienne. Alors je peux vous citer quelques films, je ne sais pas si vous les connaissez, mais pour référence, en 68, il y a La Mafia fait la loi avec Franco Nero, qui se passe en Sicile, qui est un très très beau film, assez impressionnant, sur la confrontation entre un commissaire et puis un mafieux, et puis la loi du silence, etc. Il y a Seul contre la mafia, en 70, avec Ornella Muti, qui est toute jeune. Il y a un film que j'aime énormément. Moi, j'ai pas tout vu, en fait, parce que j'ai pas pu tout revoir. Mais Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, 71, qui est aussi un film avec Franco Nero, et vraiment une très très grande réussite, et je vous le recommande. Et c'est vraiment un film qui parle de la corruption généralisée dans une ville italienne, et de la difficulté justement de la police ou du fameux procureur d'essayer de faire éclater un peu de justice dans tout ça, et il y a quelque chose de très sombre en fait dans cette vision de la société italienne. Et puis enfin je citerai un film que j'aime beaucoup, qui est Nous sommes tous en liberté provisoire de 71, encore avec Franco Nero, mais c'est un film cette fois carcéral, dans lequel il y a ce personnage d'architecte de la bourgeoisie qui se retrouve incarcéré pendant une période très très longue alors qu'il ne s'y attendait pas, et qui découvre à nouveau toute la corruption au sein de la prison et aussi en lien avec l'extérieur. Enfin voilà, donc c'est... j'ai une petite citation de Damiani qui est pas mal, parce qu'évidemment, qui dit mafia dit Sicile, et il disait: la Sicile est le miroir de l'italien, mais le teint du miroir est pustuleux. Bon, ça vous donne un peu le ton, mais il y a une formule qui est très très bonne en fait, que je vais vous donner aussi, qui a été trouvée par Jean-François Roger, qui est le directeur de programmation de la Cinémathèque, et il explique que chez Damiani, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est une dialectique à l'estomac, c'est-à-dire que c'est cette idée en fait qu'il fait des films pour pour exposer les contradictions de la société, mais le faire en fait sans affaîtrie, sans fioriture. L'idée, c'est d'aller droit au but avec l'impact maximal, quoi. Donc voilà. Et bon, par la suite, sa carrière est peut-être moins intéressante. On peut pas dire qu'il a fait qu'un western, puisqu'il a fait un autre western qui est
je crois malheureusement peut-être plus connu parce qu'il était plus diffusé à la télé, qui s'appelle Un génie, deux associés et une cloche, avec Miu Miu et Terence Hill, et je ne sais plus qui d'autre, mais qui est une production Sergio Leone, qui correspond un peu à cette volonté de produire des films dans le sillage des western comédies qui étaient initiés par Terence Hill. Donc je vous le recommande pas celui-là. Bon, enfin en tout cas, pour conclure là-dessus quand même, il y a une citation de Fassbinder, moi, que j'aime bien, c'est qu'en fait il a dit qu'il avait trouvé sa vocation de cinéaste en sortant d'une projection d'El Chunchu. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Fassbinder, le grand réalisateur allemand bien sûr. Quelques mots peut-être sur le contexte au niveau de l'apparition du western italien. Alors, le cinéma de genre en Italie, oui, il doit quand même rappeler que le cinéma italien connaît un âge d'or, des années 50 à 70, on va dire. Et puis, le cinéma de genre en particulier, on va dire d'école, début des années 60, peut-être. Il y a la comédie italienne, et puis il y a le péplum, qui est quand même connu un très grand succès. Sergio Leone lui-même a réalisé un péplum, et en 64, donc, il réalise Pour une poignée de dollars, qui est donc son premier film très connu, que vous avez sans doute vu, et qui est un film qui va complètement bouleverser évidemment le genre western, mais qui va définir en fait tous les codes du western italien à venir, parce qu'en Italie, effectivement, les genres fonctionnent un peu comme ça. Il y a un film qui va définir des codes, et ensuite ça va devenir un filon, et il va y avoir une infinité de variations entre 64 et 75, enfin sur la dizaine d'années. Je crois qu'il y aurait plus de 500 westerns qui ont été tournés en Italie, donc c'est quand même colossal, et c'est beaucoup plus varié qu'on le pense, quoi. Et juste pour dire que donc 64, et qu'en même temps, parallèlement, puisque quand même on parlait des États-Unis jusque-là, aux États-Unis, on constate que vers 64-66, les grands maîtres du western font un peu leur dernier grand film, quoi. Il y a les Cheyennes de John Ford, il y a Eldorado de Hawks. Donc on a un peu ce sentiment d'une sorte de passage de relais, passage de flambeau avec l'Italie, qui s'opère, parce que les années suivantes aux États-Unis, il me semble qu'il y a beaucoup moins de western intéressants. Il faut attendre peut-être 69 avec La Horde sauvage de Peckinpah pour que ça redémarre sur un autre mode, bien sûr, parce que là on va rentrer dans le nouvel Hollywood, et on en reparlera plus tard, puisque en janvier on va évoquer cette période-là. Alors donc oui, juste poursuivre un petit peu aussi sur le fait qu'il y a une grande diversité du western. Il n'y a pas que Sergio Leone. Sergio Leone, de toute façon, ce qu'il a amené, en fait, c'est évidemment une forme de violence qu'il n'y avait pas avant, une forme de cruauté, beaucoup de cynisme, en fait, des personnages très individualistes, et une reprise maniériste, quoi, du western, du western américain, c'est-à-dire en le déformant d'une certaine manière. Moi, je pense toujours un peu à ces fameuses séquences de duels que vous connaissez chez Sergio Leone, qui sont toujours étirés au maximum, enfin des scènes incroyables, qui durent 10 minutes ou plus, avec les gros plans, etc. Enfin, ces trucs formidables, mais qui encore une fois ont défini des nouveaux codes esthétiques. Mais ceci dit, il y a d'autres Sergio d'ailleurs dans les grands réalisateurs de western italiens. Donc il faut que je cite quand même Sergio Corbucci, qui a réalisé Django en 66. Donc ça va assez vite au niveau de l'enchaînement, au niveau des années. Et puis on a aussi, il ne faut pas que j'oublie de citer, alors Sergio Corbucci, donc c'est le deuxième Sergio. Il a fait beaucoup de films intéressants, mais donc il y a Django et puis peut-être Le Grand Silence à retenir. Et puis on a aussi Sergio Sollima. On avait passé un film de Sergio Sollima il y a de nombreuses années qui s'appelle Le Dernier Face à Face, Faccia a Faccia, qui a été présenté par Jean-Baptiste Torret. Vous pouvez trouver sur YouTube l'enregistrement. Et donc voilà. Et donc en 67, on a ce film de Damiani, qui est qui arrive, comme vous le savez, dans une période des années 60 où il y a un climat révolutionnaire, quand même de gauche, très très fort. Bon, ça, je ne vais pas vous refaire le tableau. Mais c'est donc un film qui va être beaucoup plus politique,
que l'étaient les premiers films de Leone, quoi. Et c'est assez, d'une certaine manière, c'est assez atypique dans le western italien, et ça ouvre en fait une sorte de sous-genre qu'on a appelé le western Zapata, et qui donc se situe pendant la période de la Révolution mexicaine, dans les années 1910. D'ailleurs, à la suite de ça, donc il y en aura d'autres. Je les connais pas tous, je peux pas tous vous les citer, mais Sergio Sollima, lui, a réalisé carrément, non, Corbucci, pardon, a réalisé une trilogie en fait de western mexicains. Il y a Le Mercenaire, Compañeros en 70, et puis un titre que j'adore parce qu'il a rallonge, c'est Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution. Je vous le recommande, il est super. Mais voilà, donc toujours des films qui ont souvent pour personnage principal donc un personnage de paysan illettré, en l'occurrence là chez Corbucci interprété par Thomas Milian, qui était un acteur récurrent du genre. Mais vous allez retrouver un peu voilà, ce type de personnage ici dans le film. Et puis donc pris dans cette espèce de guerre civile, voilà, d'ambiance révolutionnaire, avec des bandits, avec des militaires, et beaucoup de morts, et beaucoup de manipulation et d'interventionnisme d'une manière ou d'une autre des États-Unis, quoi. Donc on en reparlera de tout ça de toute façon après. Ce que je peux vous dire aussi sur le film, oui peut-être qui est un peu important, c'est que alors, bon, bien sûr, Sergio Leone avait des moyens, mais il y a beaucoup de westerns italiens qui étaient quand même financés au rabais, quoi, parce que ça coûtait pas cher, c'était facile à faire. Le film que vous allez voir est quand même à un certain niveau de spectaculaire. Il y a quand même pas mal de figurants. Il y a des batailles, des scènes de fusillade, etc., de chevauchés, enfin, qui ont demandé pas mal de moyens. Donc, il était on va se dire correctement financé, et le scénario est adapté par Franco Solinas. Pourquoi je vous le cite, c'est parce que il avait déjà écrit un western pour Sollima, Colorado, et puis surtout aussi pour Pontecorvo. Il avait écrit la bataille d'Alger en 1966, et c'est important parce que la bataille d'Alger c'était un film phare de l'anticolonialisme, et ça a évidemment son importance par rapport au film que vous allez voir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors oui, peut-être un dernier mot avant de commencer sur sur le fait que le western italien, c'est des films qui ont, alors d'une part, été longtemps difficiles à voir en dehors des Leone, on va dire en dehors de Sergio Leone et Terence Hill, quoi. Et il a fallu attendre l'arrivée du DVD, quoi, on va dire, il y a 20-25 ans. Mais déjà à l'époque, en fait, c'est aussi des films qui passaient beaucoup, on va dire, dans les cinémas de quartier, qui étaient exploités de façon un petit peu parfois compliquée, et donc des films qui étaient souvent mutilés, tronqués, etc. Par exemple, El Chuncho, quand il est sorti en Angleterre, il faisait à peine 1h20. Alors que la version que vous allez voir, qui est la version intégrale, a priori, elle fait presque 2 heures. Je ne sais pas si vous imaginez en fait la différence en fait c'est pas le même film, quoi. Et puis autre petite anecdote par rapport à ça, il y a des titres différents. El Chuncho, c'est le titre français. En anglais, c'est Bullet for the General, et en italien, c'est le titre Quien Sabe, qui est espagnol mais à dessin. Et donc dans la copie que vous allez voir, le titre c'est El Chucho. Il manque le N parce qu'en Angleterre ils l'ont sorti sous ce titre-là. Enfin, il y a plein de choses un peu aberrantes comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est aussi parce que c'est très difficile, je pense, de réunir tous les éléments pour obtenir la version intégrale de ces films. Et puis c'est pour ça aussi que à certains moments du film, vous allez entendre. Alors vous avez la version doublée en italien, parce que évidemment à l'époque la quasi-totalité des films italiens étaient tournés sans le prise de son. Et ils étaient doublés en post-production, en destination des différents marchés, donc principalement France, pays anglo-saxons et Italie. Donc là, vous avez la version italienne, Gianni Volonté est italien, donc
comme c'est le personnage principal, c'est ce qui correspond le mieux. Et donc il y a des petits passages qui vont être en anglais. Ils vont se mettre à parler en anglais, c'est pas grave, paniquez pas. C'est parce qu'en fait, c'est sans doute des morceaux qu'ils ont pu récupérer que comme ça pour restaurer le film. Voilà. Enfin, en tout cas, a priori, vous allez voir la version la plus complète du film à ce jour, qui est donc ressortie grâce au distributeur Carlotta. Voilà, et ben très bonne séance, et puis j'espère vous retrouver donc après pour en discuter. Voilà. Alors la restauration était belle, je trouve. Juste pour finir sur peut-être ce que je vous disais juste avant la projection, que c'était une reconstitution finalement du film. D'ailleurs à la fin il dit Dynamite, en fait c'est la piste anglaise. Mais juste, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais techniquement, en fait, le procédé qui était utilisé pour ce film s'appelait le Techniscope. Et c'était un procédé pour obtenir un écran large un peu équivalent à ce qui se faisait, ce qu'on appelait cinémascope aux États-Unis. Mais c'était, voilà, en Italie, le Techniscope permettait de tourner avec 2 fois moins de pellicule. Donc, ce qui voulait dire aussi 2 fois moins de définition. Et ce qui fait que parfois, c'est des films en fait, qui sont difficiles à restaurer parce qu'ils ont moins de piqué dans l'image. C'est un petit peu flou des fois, enfin bref. Donc là, je trouve qu'ils ont fait un super boulot, quoi. Voilà. Je commençais par une petite anecdote aussi. En le revoyant, je pensais au fait qu'il y avait pas mal de cactus. Et le fait est qu'à Almeria, il n'y en a aucun, là où ils ont tourné le film. Parce que c'était tourné en Espagne, bien sûr, ça coûtait moins cher. Et donc, juste pour l'anecdote, en fait, tous les cactus que vous voyez ont été fabriqués en papier mâché, quoi, en fait. Donc, bon, je trouve que la fin est vraiment super belle. Peut-être on en reparlera. Je trouve que c'est une des plus belles fins de western italien. Mais peut-être ce que je voudrais commencer par dire, c'est que un petit peu à la suite des films de Sergio Leone et de tous ces gros plans qu'il a popularisés sur des tronches, en fait, des visages qui sont des gueules, quoi. Je trouve que déjà on retrouve quand même un peu ça ici, et je trouve que ça, voilà, moi j'ai un grand plaisir du coup à voir des visages qui sont totalement différents de ce qui est montré dans le cinéma hollywoodien, quoi, déjà. Et pour donner un exemple, il y a un moment dans le film que j'aime beaucoup, c'est à San Miguel, vous vous souvenez, quand il veut montrer à El Niño, lui dire que les gens ici sont des êtres humains comme lui, et il prend un type au hasard, quoi, et il lui montre sa tête, quoi, comme ça, il approche-toi, toi. Il le montre, et le type a vraiment une tête de paysan, buriné, etc. Et il lui dit, mais regarde, c'est un être humain comme nous. Et j'aime beaucoup, en fait, voilà, cette démarche aussi, voilà, d'amener à l'écran, enfin voilà, des gens qui n'étaient pas mis en avant, enfin en tout cas des visages, quoi. Alors peut-être aussi pour compléter un peu aussi ce que j'ai dit, parce que j'ai pas présenté les acteurs avant le film, c'est un petit peu dommage, mais peut-être ça aurait fait trop long. Juste quand même, voilà, reparler brièvement des acteurs principaux. Peut-être vous connaissiez déjà Gian Maria Volonté, je ne sais pas si vous avez vu des films avec lui, c'était quand même comme on dit, un monstre sacré du cinéma italien. Je trouve que là, il est quand même particulièrement génial, impressionnant. Enfin, voilà, il a une palette d'expression, de jeu qui est assez incroyable. Bon, vous l'avez peut-être vu dans Sacco e Vanzetti, ou moi, celui que je préfère, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri, avec lequel il a fait plusieurs films. En ce qui concerne les westerns, il en a fait finalement pas beaucoup, je crois qu'il en a fait 4. Il y a les 2 premiers Léon, celui-ci, et puis le dernier Face à Face avec Solima. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est ça a son importance, je crois, par rapport à voilà, la fabrication de ce film, c'est qu'il se revendiquait comme quelqu'un ayant sa carte au parti communiste. Bon, je pense que c'est pas anecdotique. Je continue le petit tour d'acteur. Il y a Klaus Kinski, vous avez peut-être reconnu dans le rôle de son frère, le fameux frère blond aux yeux bleus, qui joue El Santo, donc le saint. Alors Kinski, vous le connaissez peut-être plutôt dans ses rôles chez Herzog, parce que c'est là qu'il a quand même eu des rôles incroyables, Aguirre, ou Aguirre, je sais pas comment on dit, Fitzcarraldo, Nosferatu, Cobra Verde, et si vous avez vu ces films, vous savez que c'est quand même un
un type quand même qui a eu des rôles d'illuminé, mais qui était lui-même sur les tournages absolument infernal, tyrannique, colérique, odieux, etc. Enfin, et vraiment impossible. Et donc bon, on connaît un peu tout ça. Il y a eu un documentaire sur sa relation avec Herzog. Je crois que sur Fitzgeraldo, il y a même l'équipe du film qu'on avait tellement marre de lui qu'à un moment donné, c'est peut-être une légende, mais ils ont proposé à Herzog de s'occuper d'éliminer Kinski parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, cette personnalité, quoi, vraiment colérique, horrible, et surtout ce truc un peu illuminé chez lui, je trouve que ça cadre vraiment très très bien avec ce casting, quoi, parce qu'on sent bien que ce personnage de, je sais pas comment l'appeler, de prêtre soldat, moine soldat, en fait, là dans ce film-là, il n'est pas encore illuminé comme il va l'être plus tard, mais on sent quand même qu'il y a une folie, quoi, au travail derrière, et je trouve que c'est très très réussi. Quand il lance les grenades, quand il est au nom du Père, du Fils, etc. Ça marche très bien. Donc voilà pour Kinski. Il a joué dans Le Grand Silence aussi, et puis dans plein d'autres westerns, souvent les rôles de méchants, bien sûr. Et puis il a aussi toute sa filmo en fait est quand même remplie de beaucoup aussi de très mauvais films, quoi, de série Z. Voilà. Alors il y a Lou Castel aussi évidemment qui jouait El Niño, et là je trouve que c'est vraiment un super choix de casting, parce que c'est très surprenant d'avoir mis cet acteur en fait qui a un physique extrêmement juvénile, et je trouve que ça marche extrêmement bien. À la fois par contraste avec El Chuncho, et puis aussi par ce côté corps étranger, en fait, finalement. En plus de venir des États-Unis, il y a ce truc un peu bizarre, en fait, où il est, on dirait presque un enfant, et en même temps, on voit bien dès le début du film, il y a ce côté extrêmement... comment dire, oui, corps étranger, très hétérogène par rapport à l'environnement, qui s'ajoute en fait déjà au mépris qu'on voit au début, qui manifeste envers les Mexicains. Et je trouve que c'est très réussi dans ce contraste avec Chuncho, ce côté un peu sang-froid versus sang-chaud, quoi. Et puis pour ajouter aussi par rapport à l'acteur lui-même dans la vie, par rapport à Volonté, il était même encore plus à gauche que Général Volonté, puisqu'il était carrément un soutien connu en fait plutôt des groupes d'action maoïstes. Et apparemment, il se servait même de ses cachets d'acteurs pour aider à les financer. Et donc, à tel point qu'il a même arrêté sa carrière quelques années, à la fin des années 60, après ce film, pour s'investir pleinement. Et je crois qu'en 72, il avait même été expulsé d'Italie pour ses activités. Donc c'était quand même une personnalité particulière, mais encore une fois, ça raccorde assez bien avec le projet du film, et lui-même le disait, c'était assez étrange de se retrouver à jouer le rôle du salaud, en fait, justement de l'ennemi, en fait, dans le film. Et puis je ne sais pas si vous avez reconnu, pour finir, l'actrice qui incarne Adelita, qui s'appelle Martine Beswick. Vous l'avez peut-être vue dans les James Bond à l'époque. Elle a eu 2 petits rôles, je crois. Et puis elle a fait des séries télé. Puis pour ceux qui connaissent les films de la Hammer, elle a joué dans Dr Jekyll et Sister Hyde, qui est une version un peu étrange du classique. Donc voilà un petit peu pour les acteurs. Puis évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres que je ne saurais pas nommer, mais il y en a plusieurs qui viennent de l'univers de Sergio Leone, et qui ont tourné dans beaucoup d'autres westerns, bien sûr. Alors peut-être pour dézoomer un peu et revenir sur des considérations un peu plus générales sur le western, parce que c'est vrai que quand on parlait de western américain, il me semble qu'on a vu que c'était comme un western qui s'intéressait beaucoup à la question du peuple, en tout cas de la communauté, comment on fait une communauté, comment on la fait tenir, et comment le héros va arriver ou pas, à la faire tenir. Et le western italien avec Léone, en fait, a d'une certaine manière, un peu tordu tout ça, en fait, en présentant des personnages de héros très individualistes, cyniques, et qui n'ont que faire, en fait, de la question de la communauté. Exemplairement, le personnage de Clint Eastwood, l'homme sans nom, c'est vraiment son intérêt qui prime.
Et en ça, en fait, ça serait presque une espèce de critique, en fait, finalement, de l'Amérique, de ce qu'elle produit réellement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce film-là, dans El Chuncho et dans la série de films qu'il va produire comme sous-genre, finalement, la question du peuple, elle est bien là. Et la question de l'individu, en l'occurrence El Chuncho, par rapport à justement à la question nationale, à la question de la solidarité, elle revient, mais sous une autre forme et de manière peut-être beaucoup plus politisée. Il y a une autre qualité dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais moi je trouve que une grande qualité du film, c'est qu'on ne sait pas très bien où ça va, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez senti ça comme ça, mais c'est très difficile à prévoir. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que voilà, on est pris dans une aventure où les choses arrivent et on n'est pas très sûr de ce que le personnage principal va décider finalement. Il y a des bifurcations comme ça où je trouve qu'on est surpris, et je trouve qu'en tant que spectateur, je trouve ça extrêmement agréable en fait, parce qu'on n'est pas pris dans un programme qu'on connaît un peu d'avance, ce qui est souvent, par exemple, ce qui était beaucoup le cas dans le cinéma américain, où on sait que voilà, le héros va s'en sortir, enfin, ou en tout cas va triompher, etc. Et le western italien a su faire ça très très bien avec je citais tout à l'heure le Grand Silence, mais exemplairement, c'est un film dans lequel ça finit pas bien. C'est peu dire. Voilà, je trouve que c'est vraiment ce côté imprévisibilité, puis aussi ce mélange en fait de drame et de comédie que j'aime beaucoup, parce que on a quand même énormément de scènes de fusillades qui sont très très violentes, et puis au milieu de ça, il y a des trucs un peu comiques. Il y a le prêtre qui lance ses grenades, enfin, c'est forcément drôle avec en disant au nom du Père, du Fils, etc. Il y a ce moment où Chuncho, vous savez, quand il essaye d'apprendre aux paysans à tirer, en fait, et puis il manque de se faire canarder. Enfin voilà, il y a quand même des moments assez, où on saute en fait d'un registre à un autre, et voilà, je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors, peut-être avant de rentrer un peu plus en détail dans le récit, mais je ne sais pas si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à me faire un petit signe, et puis on peut faire des pauses et échanger. Moi, j'aurais voulu peut-être aborder un peu plus le discours général du film. Alors, sachant qu'on parle de Western Zapata, et bien sûr, Zapata, c'était donc un révolutionnaire mexicain de la période qui a été éliminé. Et c'était juste pour rappeler quand même que le général Elias, en fait, est une représentation finalement de Zapata et de ce qui lui arrivait en vrai. Donc, c'est quand même fortement inspiré de la réalité. Non, je pense que vous avez, j'imagine, à peu près tous perçu en fait le côté allégorique en fait du film, enfin ce discours finalement où le film en fait est une figuration des luttes anti-impérialistes de la période, quoi. C'est-à-dire que évidemment on a ça se passe dans les années 10, mais le film est fabriqué dans les années 60. Donc un moment où les anciennes colonies cherchent à s'émanciper et également cherchent à échapper finalement à la nouvelle domination qui est celle donc des États-Unis. Et on sait très bien que pour ce qui concerne notamment l'Amérique du Sud, il y a eu énormément en fait d'ingérence des États-Unis qui s'ingéniaient en fait à tuer dans l'œuf les révolutions, à placer des hommes favorables en fait à leur propre politique ou leurs propres intérêts, et que donc évidemment le film en fait met en scène quelque chose qui renvoie à ça et qui critique en fait évidemment l'impérialisme américain, quoi. Donc je trouve déjà le film est quand même très fort sur ce point-là, parce que c'est quand même, il se présente quand même d'abord comme un spectacle, c'est quand même d'abord un film populaire, quoi, qui est fait pour tout le monde, c'est pas un truc intello.
mais en même temps, il a ce discours qui est, je pense, assez facile d'accès. Et malgré tout, voilà, en gros, pour le dire clairement, il intègre des idées marxistes qu'on peut peut-être après un peu développer, mais il fait pas un film à thèse, quoi. On n'est pas chez Costa Gavras, c'est pas non plus un film militant, on n'est pas en train de voir La Chinoise de Godard, quoi. Et ça, je trouve ça très très fort, quoi. Quand même, cette capacité, voilà, à faire un film pour tout le monde et qui en même temps en fait essaie de faire prendre conscience des rapports de force, des rapports de classe, etc. Donc ça, je trouve que c'est un des points forts du film, non seulement de faire ça, mais je crois d'aller un peu plus loin que de finalement développer un discours idéologique de gauche, programmatique, quoi, si vous voulez. Je trouve que le film est plus complexe que ça, quand même, quand on y réfléchit. Mais en tout cas, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le fait qu'en suivant le personnage de Chun Cho, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on apprend avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'on prend conscience, voilà, effectivement, des rapports de force, des rapports de classe, de la position dans la société, des influences, des manipulations, du rôle de l'argent, etc. Et je trouve ça assez fort, quoi. Alors, peut-être, je vous promets que je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais bien, en fait, redérouler un petit peu les moments forts du film pour essayer de dégager quelques idées. Vous vous souvenez, le film commence sur un peloton d'exécution. Un truc assez violent, on aligne 4-5 révolutionnaires et puis on les mitraille et tout est fait très vite et on sent bien que ça c'est quelque chose qui doit arriver plusieurs fois par jour, quoi. Et il y a un côté vite expédié, et donc la vie vaut pas grand chose. Si vous vous souvenez, en fait, cette séquence, elle est regardée en fait par la population et donc par nous. Enfin, c'est-à-dire que le spectateur est inclus dans la scène par les regards et par celui d'El Niño qu'on découvre. Et là, on découvre le personnage un peu étrange d'un gentleman américain qui est donc très, comme je vous disais, qui est une sorte de véritable corps étranger en fait dans ce milieu. On découvre en fait tout de suite aussi son côté méprisant. Il y a vraiment ce côté dégoût en fait pour ce pays dans lequel il se trouve, pour les pauvres, etc. Mais très vite, voilà, on va se retrouver plongé dans l'action avec l'attaque du train. Déjà l'apparition de Chun Cho, moi j'ai trouvé formidable avec son tambour, enfin son chapeau. Il y a un truc vraiment presque bouffon, quoi, que je trouve très très drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que on est pris ensuite dans une série de scènes d'action, de fusillades. Il me semble, parce que là tout de suite j'ai pas revu le début, mais je l'ai revu il y a pas longtemps, et il me semble des moments qu'il y a 3 grandes séquences en fait de pillage en fait, puisque effectivement lui, hein, c'est une bande c'est des bandits en fait qui sont révolutionnaires, mais enfin comme ça les arrange, c'est-à-dire c'est piller pour voler les fusils et revendre, etc. Et donc il y a l'attaque du train, il y a l'attaque du fort, je crois, avec les militaires. Et à ce moment-là, donc voilà, ce que je voulais dire par rapport au peloton d'exécution, c'est que eux finalement, ils mitraillent à tout va, et les militaires tombent comme des pantins, etc. Il y a un truc un peu irréel. Mais eux aussi, en fait, ils font leur propre peloton d'exécution. Et pareil, elle a la vite contre le mur, et tac, et on les mitraille. Et donc moi je trouve que je ne peux pas m'empêcher en fait de voir, alors c'est pas une équivalence, mais disons le fait que voilà, on a cette ambiance de massacre en fait qui est finalement de tous les endroits, quoi. Enfin, c'est quelque chose, c'est un film quand même assez choquant à plein de moments. Donc une ambiance quand même très très chaotique et donc on a deuxième séquence, troisième, je crois que c'est quand ils vont attaquer la caserne. Et donc on a une certaine euphorie aussi avec ça, parce que Chun Cho est quand même hyper enthousiaste. Il y a une espèce d'euphorie, de joie finalement à attaquer comme ça, et c'est de
de permis de tuer, en fait, finalement, puisque de toute façon, c'est pour la révolution, donc voilà, on prend les fusils, etc. Il y a une certaine, j'y reviendrai après, mais comme une certaine innocence, en fait, dans la façon, dans la manière de faire le mal, quoi, d'une certaine manière. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, moi, je trouve que le film bascule vraiment, et au bout de 40 minutes, j'avais regardé le timecode, au moment où il se retrouve à San Miguel, vous savez, ce petit village, en fait, où il retrouve un ancien ami, et puis, bon, il est accueilli, voilà, en libérateur, en héros, ce que vous voulez, et très vite, son ami lui dit, non, mais là, il faut aller tuer Don Felipe, vous vous souvenez? Donc, ah ok, Don Felipe, et donc c'est effectivement, vous vous souvenez, le grand propriétaire terrien, et donc ils vont dans cette maison bourgeoise, et moi je trouve cette séquence est vraiment fabuleuse, quoi, parce que, pardon? Je trouvais ça rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on a. C'est rafraîchissant, bah oui. Ouais, c'est plus raffiné, bah oui, on est chez les bourgeois, donc justement, non mais moi j'aime beaucoup c'est un peu répétitif avant. Je suis d'accord. Mais oui, pourquoi pas. Mais justement, moi je trouve cette séquence est passionnante parce que quand ils arrivent, on se dit bon bah ça va être comme le reste, ils vont arriver, ils vont tirer sur tout le monde, ils s'en vont, bon, ça va aller vite. Pas du tout. En fait, ils arrivent donc les paysans avec El Chuncho et ses potes, et en fait ce qui est génial, c'est que on sent bien que ils arrivent devant cette grande maison bourgeoise et qu'il y a une certaine une certaine inquiétude, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise, quoi, en fait. Et j'aime beaucoup cette idée que finalement, arriver devant la classe dominante, finalement, ceux qui ont exploité, parce que l'histoire, c'est quand même que ce grand propriétaire terrien a spolié, en fait, les paysans. Enfin, c'était quand même à la base de toute cette période révolutionnaire, en fait. Et donc, ils arrivent, et j'aime beaucoup la manière dont d'un seul coup, on a l'impression qu'il ne sait plus où se mettre. Il dit, est-ce que je peux m'asseoir? Donc, il s'assoit à la table. Il demande à la dame, est-ce que je peux passer moi le fromage, s'il vous plaît? Enfin, un truc comme ça. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça montre vraiment, justement, aussi le pouvoir, en fait, de la classe dominante, de la bourgeoisie, en fait, qui impressionne par, en fait, son attitude, son décorum, sa manière de parler. En l'occurrence, c'est surtout la femme, hein, de Felipe qui s'oppose à eux, etc. Y compris dans cette manière qu'elle a, que je trouve vraiment extrêmement bien rendue, où elle essaie finalement de les culpabiliser, de retourner en fait les choses en disant mais non, mais c'est vous qui êtes des voleurs, etc., qui voulez tout saccager, etc., alors que nous, enfin bref, je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais enfin en gros, j'ai envie de dire le discours de retournement habituel de la bourgeoisie qui en fait ne veut pas avouer en fait son travail d'exploitation finalement des pauvres, et je trouve ça très réussi. Et il y a ce moment aussi, alors qui peut être un peu choquant, mais aussi que je trouve très révélateur, c'est quand ils décident ils se disent bah là ok on va tuer Felipe et puis sa femme on va la violer, en gros, quoi. Il y a un début une tentative de viol. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a le personnage d'Adelita qui est là, et elle s'oppose pas du tout, contrairement à El Niño. Elle dit bah ouais, mais moi quand j'étais jeune, j'étais violée par un Don Felipe, quoi. Donc bon bah elle, pourquoi ce serait pas son tour, quoi. Donc c'est hyper violent, et en même temps là on comprend plein de choses, quoi. Et y compris le fait que El Niño en fait s'oppose à ça, ce qui peut paraître un peu étonnant. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le vois un peu comme une sorte je dirais de solidarité de classe, d'une certaine manière, puisqu'il est plus de ce monde-là que celui des paysans, quoi. Et puis c'est vraiment une scène où il se passe beaucoup de choses, parce que, enfin on y reviendra, mais j'ai l'impression que c'est vraiment là que se noue en fait cette drôle de relation d'amitié entre El Niño et Chuncho, quoi, qui est quand même assez complexe, et qui commence à ce moment où Chuncho en fait descend son camarade pour défendre El Niño, quoi. Mais enfin, oui, pardon, vous voulez intervenir? Oui, juste rapidement sur l'amitié dont vous parlez à l'instant. Oui. C'est un des points qui m'a un peu gêné. J'y crois pas à cette amitié. Je la trouve, j'arrive pas à y croire. Je ne vois pas comment le personnage de Chuncho va, par rapport à son projet et à sa folie aussi, sa démesure, il va à ce point nouer une amitié quitte à abattre un de
un de ces hommes pour empêcher, pour donner raison à cet Américain. Donc je constate, mais j'ai du mal à y croire jusqu'au bout, en fait, à cette amitié. Et donc le personnage, la cohérence du personnage m'échappe un peu à ce moment-là. Voilà. D'accord, bah, moi je peux vous proposer une interprétation, après elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi comme je le comprends, on pourra en parler tout de suite du coup, j'ai l'impression qu'en fait il y a alors c'est une amitié qui est un peu particulière et qui est entre les deux en fait, qui à un moment donné devient plus ou moins réciproque, mais qui est, que je dirais, un peu asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de même nature. Et j'ai l'impression que du côté de Chuncho, en fait, il se retrouve face à quelqu'un qu'il admire, en fait. C'est-à-dire que ce type est bizarre, ok, mais en fait, il a, comment dire, cette intelligence, cette capacité, et cette capacité justement à pas être aussi bête que moi, Chuncho. C'est-à-dire, je sais, en fait, comment dire, prendre les bonnes décisions pour ramasser le maximum d'argent, et je fais pas n'importe quoi avec. Alors que Chuncho, lui, je pense qu'il a aussi cette conscience, en fait, finalement, de dilapider le fric pour comme ça, quoi. Oui, pardon. Il est fasciné par les gens qui sont instruits aussi. Voilà, bah, merci, oui. Donc, je leur dis au micro pour que... oui, il y a aussi la fascination de cette supériorité intellectuelle, en fait. Et ce qui renvoie peut-être un peu aussi voilà, au malaise devant la bourgeoisie, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est des gens, non seulement ils ont l'argent, mais ils ont aussi l'éducation, les manières, etc., quoi. Et voilà. Donc ça, je pense que du côté de Chuncho, moi je le comprends comme ça. Du côté de El Niño, le moment où ça bascule, vous vous souvenez, c'est quand Chuncho en fait le soigne pour la malaria. Et donc, au passage, il fouille dans le sac, etc. Et donc le lendemain, Nino lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu t'occupes des autres, t'occupes de moi, enfin, alors que tu aurais pu te barrer avec le butin, quoi. Et l'autre lui dit oui, bon, je sais pas, je préfère. Enfin, il élude un peu le truc du genre je préfère travailler, j'aime pas travailler tout seul, quoi. C'est ça, voilà. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que du côté de El Niño, on voit bien que c'est un personnage en fait qui ne fonctionne que sur l'intérêt au sens pécunier, quoi. C'est-à-dire que l'argent gouverne tout chez lui, en fait. Donc pour moi, ce que je comprends, c'est que l'amitié, c'est le partage de l'argent. Et donc pour lui, en fait, il le traduit comme, en fait, c'est la médiation et l'argent. Donc il est pas parti, il est prêt à partager, et c'est en ça que ça le touche. Mais c'est pas non plus vraiment de l'amitié, quoi. C'est de l'amitié, mais qui encore une fois s'achète pour lui, à mon avis. Enfin, je le vois comme ça. Cette amitié n'est fondée que sur le fait qu'il a réussi à abattre tout de suite le machiniste et je sais plus qui, enfin dans le train. Et chaque fois, c'est répété par El Chuncho. Il a abattu le machiniste. C'est son heure de gloire, quoi. Il est dans le bon camp pour ça. Oui. Il y a ça aussi, vous avez raison. Mais j'ai l'impression qu'il le dit aussi pour se convaincre et pour convaincre les autres que lui aussi c'est un bandit. Il a fait ses preuves pour entrer dans la bande, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a ça plus le reste, je pense. Voilà. Donc je trouve que c'est assez fascinant parce qu'effectivement on se dit que cette amitié ne peut pas tenir normalement parce que c'en est pas véritablement une, mais j'aime beaucoup cette manière dont elle est en fait, elle se répond pas réellement en fait, elle n'est pas basée sur les mêmes choses, quoi. Mais je pense qu'on va y revenir parce que évidemment à la fin c'est vraiment ça la grande question aussi, quoi. Voilà. Donc après, sur San Miguel. Je voulais juste finir sur San Miguel parce que je trouve que c'est vraiment un passage hyper intéressant et y compris et surtout du point de vue politique finalement parce que on a ce moment en fait que je trouve vraiment génial où les paysans, enfin la population se rassemble sur la place et commence à acclamer à Chuncho, oui, il faudrait que tu deviennes notre général ou notre chef de village, quoi. Et j'aime beaucoup aussi cette complexité de la réaction de Chuncho parce que on sent bien qu'il y a c'est agréable pour lui en fait de devenir populaire évidemment et en même temps il y a ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de repartir à l'aventure, piller, etc. Donc bon, il y a un tiraillement et puis il y a aussi en fait quand même on sent qu'il y a cette conscience
que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, lui n'est pas assez intelligent, et que donc il a cette intelligence quand même de se dire, faut trouver quelqu'un qui sait lire, écrire, etc. Donc il y a à la fois un truc un peu malin, je veux dire, de trouver quelqu'un pour le remplacer, mais en même temps, il y a une vérité là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il sait que pour organiser justement la vie communautaire, quoi, il faut trouver quelqu'un qui sait lire, écrire, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment affaire finalement à un moment de les personnes qui dominaient son parti sont mortes, et on a affaire à une population qui entre entre guillemets en autogestion, en commune, en ce que vous voulez, mais c'est un moment comme ça auquel on a affaire finalement. Les gens décident. J'ose pas dire que c'est de la démocratie directe, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un moment assez beau et assez exemplaire là-dessus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a complètement oublié Don Felipe à ce moment-là, mais Damiani n'oublie pas quand même de nous le montrer. C'est-à-dire qu'il est juste comme un chien crevé dans la rue, abandonné dans un coin. Et la séquence, je crois, se termine là-dessus. La caméra vient le cadrer. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, le film n'oublie pas en fait, de nous montrer finalement toutes les horreurs en fait, finalement, de cette période de chaos. En fait, que c'est pas juste tout rose, ah bah c'est bon, ils s'organisent, c'est super et tout. Ouais, mais il y a le type qu'ils ont laissé crever dans un coin, ils l'ont même pas enterré, quoi. Donc voilà, je trouve que le film est pas si simple, je pense, qu'on pourrait le penser de prime abord. Alors, peut-être, voilà, il reste deux moments, je pense, importants. Évidemment, le moment chez le général Elias, enfin, dans son quartier général, quoi, qui est un moment, je trouve, magnifique, avec cette espèce d'humiliation de Chuncho quand il doit monter voir son général et que l'autre, en fait, lui explique que finalement, il est responsable de la mort de tous les habitants de San Miguel puisqu'il a volé les armes. Et là-dessus, en fait, finalement, moi, je trouve que c'est pas aussi clair que ça. Parce que quand il est dans le village et qu'il est prêt à le défendre avec son frère, on sent qu'il est tiraillé, quoi. Il aimerait bien partir. En même temps, on sent qu'il est gagné par la cause de défendre la population, etc. Et puis d'un seul coup, on dit « Ah, on a volé à la mitrailleuse ». Genre, on sent que c'est tout de suite une super opportunité pour se barrer et pour dire « Je vais la ramener ». Donc, à la limite, on peut y croire à ce moment-là. Et évidemment, dans le cours des choses, il l'oublie. On passe à d'autres aventures, etc. Mais il est rattrapé par cette histoire à la fin. Et moi, en tant que spectateur aussi, j'ai l'impression, parce que j'avais aussi finalement oublié cet enchaînement de décisions qui ont fait qu'il a abandonné le village. Il aurait dû revenir avec les armes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est lui-même en fait qui prononce sa propre sentence. Et je trouve qu'il le dit avec une simplicité, je trouve, très, très émouvante. C'est-à-dire qu'il dit, bah oui, je reconnais, oui, il faut m'exécuter. Enfin, je trouve ça vraiment confondant, en fait, de simplicité, même la manière dont il s'en va, on n'a même pas l'impression qu'il va essayer de s'échapper. Donc je trouve que c'est un moment très, très beau. Et le seul truc qui est peut-être un peu, où on sent que le scénario revient au travail, en fait, c'est la disposition qui permet à Chuncho finalement de s'en réchapper. C'est qu'on a effectivement Nino qui monte sur la colline, donc on voit bien le dispositif qui se met en place où il va pouvoir tuer le général et en même temps sauver Chuncho. Il y a quelque chose on sent qu'on peut trouver un peu prévisible pour le coup, parce que on sait que Chuncho est pas tout seul et qu'il y a l'autre qui est là-haut, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est qu'au moment où il tue le général, on le voit pas. L'assassinat n'est pas filmé. Et qu'évidemment, on apprend après parce que c'était la balle en or, etc. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un moment très émouvant quand Chuncho voit la balle en or et qu'il raccorde et qu'il comprend que c'est El Niño, et que là, il se met à pleurer, en fait. Et j'ai l'impression de voir un gamin, en fait, quand il réalise, en fait, finalement, la trahison, quoi, si vous voulez. Moi, je trouve ça très, très beau, quoi. Et donc, alors, pour finir, en fait, finalement, on a cette fameuse séquence de retrouvailles dans l'hôtel, avec, d'une certaine manière, une dernière tentative de la part de Nino, mais de corrompre Chuncho par l'argent, qui ne fonctionne pas.
Et puis, bon, ça on vient tous de le voir, ça va très vite finalement. C'est assez drôle parce que voilà, on le fait passer par justement le toilettage, le barbier, le tailleur, etc. Et puis on voit ce type qui était un mercenaire abominable qui est dans un salon en train de danser. C'est assez amusant et en même temps très vite, voilà, il y a cette inquiétude qui revient. Et puis voilà, le constat très vite que, comment dire, Chuncho voit le comportement d'El Niño en fait face aux Mexicains, à quel point il est dégueulasse, et lui-même n'est pas à l'aise par rapport au cireur. En fait, il n'est pas à l'aise dans son costume, c'est-à-dire en fait dans sa position sociale. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que normalement dans un western, ça aurait dû se terminer en duel, quoi. Ça aurait dû être un duel dans la rue, voilà, enfin, imaginez dans le western standard, quoi. Et ce qui est super, c'est que là, en fait, ça lui prend d'un coup. Ils sont sur le point de monter dans le train, il cherche son pistolet, c'est même pas, comment dire, ça le prend sur le moment, en fait. Il y a quelque chose d'hyper intuitif. Et donc, il le tue en disant qu'il ne sait même pas pourquoi. Et l'autre non plus ne sait pas pourquoi. Et ça, j'aime beaucoup, et ça renvoie à la question de l'amitié, peut-être que vous avez posée, c'est-à-dire que il y a comme une incompréhension finalement mutuelle et quelque chose d'instinctif en fait chez Chuncho, parce que justement, alors là à mon sens on va rentrer peut-être dans une interprétation bon, qui est la mienne en tout cas. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose en fait dans l'opposition des personnages qui tient à, comment dire, presque une nature humaine, en fait, une différence en fait, de type de société qui est très très fort. C'est comme s'il y avait une différence anthropologique. Je vous disais, El Niño, lui, en fait, n'est quelqu'un qui ne vit et ne comprend en fait, les choses que par la médiation de l'argent. En fait. Il n'y a rien qui rentre d'autre, finalement, dans sa relation au monde. Chuncho, lui, en fait, il y a, malgré tout, même s'il a pu faire le mal, en fait, il l'a toujours fait de façon relativement innocente, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est choquant de dire ça, mais moi je le comprends comme ça. Alors qu'El Niño, lui, quand il fait le mal, il le fait en toute conscience, quoi. Et ça, c'est une différence déjà fondamentale. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est que Chuncho, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas en fait encore totalement abîmé en fait ou détruit par cette culture de l'argent. Et là en fait comment dire, là on rentre dans de la critique en fait à niveau politique, social, qui comment dire, qui renverrait un petit peu à au discours de Pasolini, parce qu'on est quand même en Italie dans les années 60, mais là ça se passe au Mexique, mais enfin il y a quand même comment dire, des choses en miroir. C'est deux pays très catholiques évidemment, mais ce que disait Pasolini, voilà, on a fait un cycle il y a quelques années sur Pasolini avec Alain Bergala, et Pasolini en fait lui il expliquait qu'en Italie on est dans les années 60, donc le boom économique est arrivé depuis le début des années 50 et a complètement bouleversé en fait la société italienne, c'est-à-dire qu'elle a changé de nature pour Pasolini. Il explique que pour lui, cette société de consommation qui a débarqué et qui change la nature du peuple italien, on sait bien d'où ça vient. C'est quelque chose qui, encore une fois, pour raccorder avec ce dont on parle, quelque chose qui vient des États-Unis. C'est-à-dire que, vous savez très bien, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, le plan Marshall, le fait qu'ils déversent des dollars sur l'Europe, mais aussi tous leurs produits, toute leur culture, tous leurs films. Et sur ce domaine-là, l'Italie en fait a très bien su se défendre, et d'ailleurs y compris en se réappropriant le western justement. Mais ce que disait Pasolini, c'est que cette société de consommation, ce modèle anthropologique finalement qui s'installe, c'est un fascisme qui est pire que le fascisme mussolinien pour lui, parce que ce que disait Pasolini, c'est que le fascisme de Mussolini n'a pas comment dire, a fait énormément de mal, évidemment, mais il n'a pas changé la nature du peuple italien, il n'a pas détruit la diversité de ses cultures, il n'a pas, voilà, il n'a pas, comment dire, il a pas détruit en fait ce qu'étaient les gens, en fait, il les a pas, si vous voulez, pour reprendre la terminologie marxiste, comment dire,
El Chuncho, il n'est pas encore plongé dans les eaux glaciales du calcul égoïste, pour reprendre exactement la terminologie de la définition de la bourgeoisie. Et donc j'ai l'impression que c'est ça un peu qui est au travail, quoi, à la fin du film, quoi. C'est que cette intuition qu'il a aussi, c'est le fait qu'il appartient en fait à une société qui n'est pas encore, en fait, si vous voulez, comment dire, modelée sur la société à l'américaine, sur la société de consommation et sur ce rapport à l'argent qu'elle induit, en fait, et la fabrication, en fait, finalement d'une population, enfin d'un modèle humain, en fait, sur le moule bourgeois au sens fort, quoi. Bon, enfin voilà comment je le vois. Je ne sais pas ce que vous voyez. Oui. Avec l'argent, acheter du pain ou acheter des armes, c'est comme ça qu'il a présenté le truc, l'alternative à la fin. Acheter de la dynamite, il dit. Ouais. La dynamite. Du pain ou de la dynamite. Bah oui, parce que là, il y a un côté un peu folie à la fin, je trouve, quand il part. D'ailleurs, c'est un peu, il s'échappe un peu n'importe comment. Enfin, c'est vraiment. Et oui, il y a un côté, on a l'impression qu'il devient dingue. Et le côté dynamite, c'est bon, faut vraiment. Alors là, pour le coup, on rentre dans une réaction révolutionnaire très très forte, quoi. C'est-à-dire que on n'est même plus chez les maoïstes, là. Il faut vraiment tout faire sauter. Donc, parce que c'est une réaction justement, je pense, violente par rapport au dégoût, en fait, que lui inspire justement le modèle américain qui lui était promis, parce qu'il aurait pu aller avec El Niño. Il lui pose plein de questions. Ça va être comment aux États-Unis? Est-ce que tu es recherché? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et l'autre lui dit mais t'inquiète pas, de toute façon, avec l'argent, on n'a pas de complications, on peut tout acheter, etc. Enfin, voilà un peu comment je le comprendrais. Oui. D'ailleurs, il part sans l'argent, parce que quand on le voit partir entre les trains, il a plus sa petite valise, sa petite... Oui, tout à fait. C'est en fait c'est le gamin qui la récupère, et c'est pour ça qu'il lui dit achetez pas du pain, achetez de la dynamite, quoi. Il déshabille, comme à la fin de Théorème. Alors on fait des liens avec Pasolini, mais Pasolini, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais il a tourné dans un western Pasolini, hein, c'est pas. Et là-dessus, c'est quand même quelque chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que peut-être. Comment dire? Oui, c'est important, je pense, de le rappeler, c'est que l'industrie cinématographique italienne à cette époque-là était très très forte, une plus grande cinématographie du monde, et parce qu'elle avait de très grands auteurs, quand on repense en fait au tournant 50-60, il y a des auteurs qui ont émergé, alors je ne vais pas tous les citer, hein, mais Antonioni, Pasolini, etc. Il y a une diversité, en fait, si vous voulez, d'émergence, de propositions de formes diverses qui est proprement hallucinante. Mais je parle qu'en Italie, il y en a ailleurs, parce que c'est une période quand même qui est un peu mondiale à ce niveau-là, mais là c'est hallucinant. Mais en plus, il y a aussi tout ce cinéma de genre extrêmement populaire qui est là, et qui fait que c'est une industrie en fait qui fonctionne avec les deux. Et en plus, j'ajouterais que, alors peut-être pas Pasolini, mais les Visconti, les Fellini en fait font beaucoup d'entrées. C'est très, enfin, les gens vont beaucoup les voir. Enfin, Visconti, c'est tout le guépard, hein, je veux dire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que au sein de l'industrie, en fait, il n'y avait pas de coupure entre un art qui serait haut et un qui serait bas, en fait. C'est-à-dire que ça se parlait, et quand je dis que Pasolini a joué dans un western, Terence Hill a joué chez Visconti, Thomas Milian a joué chez Antonioni, enfin voilà, ça circulait, y compris au niveau des scénaristes, en fait. Voilà, c'est des gens qui allaient de l'un à l'autre. Je crois que Visconti parlait pas mal avec Mario Bava, enfin des choses qui aujourd'hui peuvent nous sembler un peu bizarres, parce que c'est des gens qui sont aujourd'hui très séparés. Mais enfin, je sais plus pourquoi je dis ça, mais en tout cas que... Voilà, c'est un cinéma qui était fort aussi parce que ça échangeait beaucoup à l'intérieur, quoi. Et justement, le cinéma populaire n'était pas un objet de mépris, enfin en tout cas intellectuel, quoi. Au contraire, on a la preuve avec El Chuncho, c'est que c'est le fait de... Alors ça vient quand même de la culture telle qu'elle a été pratiquée par les communistes, hein, globalement à l'époque, c'était de l'éducation populaire, tout simplement. C'est-à-dire de considérer qu'on va apporter aux masses, donc en l'occurrence à travers le cinéma, justement une capacité en fait à s'émanciper, enfin, je crois. Mais bon, enfin, malheureusement, tout ça s'est terminé à la fin des années 70. Le cinéma fantastique, horreur, a un peu survécu, mais après, ça a été la télévision, Berlusconi, et puis c'était foutu, quoi. Mais ouais.
Mais aujourd'hui, en fait, voilà, c'est une vraie question, ça aussi. Aujourd'hui, moi, j'aurais du mal, en fait, à trouver un cinéma de genre qui soit en capacité, justement, d'amener comme ça un discours qui soit quand même contestataire, finalement, enfin, qui fasse réfléchir, et qui soit aussi complexe, quoi. Je trouve que c'est pas évident. Il y a quelques films de genre dans le fantastique. Je sais, par exemple, alors ça va pas aussi loin, mais je veux dire un film comme Get Out, qui était de comment il s'appelle, Jordan Peele, merci. C'est un petit film d'horreur de série B, en fait, mais qui je trouve amène un discours intéressant, voilà, sur la question de classe, et puis évidemment, comme ils disent aux États-Unis, les questions raciales, quoi. Enfin, ça se raréfie pas mal, hein. Vous irez jamais voir un film de Marvel ou autre, et puis en sortant et en vous disant que ça m'a vachement appris sur le monde, quoi. Non, voilà. Non, mais j'exagère, mais quand même, il y a peut-être un peu de ça, quand même. Je sais pas si quelqu'un a une autre question ou On parlait de l'innocence de volonté par rapport au côté secondaire de El Niño. Pour moi, à la fin, on a peut-être le trajet d'un révolutionnaire qui au début n'est qu'un révolutionnaire et qui à la fin est un révolutionnaire ayant conscience de l'être. Oui, enfin au début il est révolutionnaire à moitié, moi je trouve, parce que c'est plutôt une bonne excuse pour piller, en fait, revendre des armes, et puis comme on les revend en général, ça donne bonne conscience, mais c'est surtout pour avoir de l'argent et mener la belle vie, enfin en tout cas tel qu'il l'entend. Non, il y a un côté quand même. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il fait le mal, mais de manière un peu innocente. C'est parce qu'en fait, de toute façon, la bande qui est avec lui, on sent bien qu'il y a. Il n'y a pas de conscience politique, effectivement, mais aussi, moi, il me semble qu'il y a cette idée que c'est des gens qui sont tellement, dans une position finalement infériorisée dans la société, en fait, qu'il n'y a pas d'autre issue finalement que de se comporter de manière individualiste pour s'en sortir, en fait, voilà. Ils sont en mode survie. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'en fait, ils peuvent être des idiots utiles comme selon l'expression consacrée, pour des gens qui viendraient les manipuler de l'extérieur pour des intérêts justement. Pour maintenir le pouvoir en place, tout simplement. C'est des phénomènes qu'on connaît. Après, sur cette question d'innocence, oui, je crois que j'avais formulé le fait que pour moi, Nino faisait le mal en ayant conscience, et ça me faisait penser à la phrase de Godard, aujourd'hui les salauds sont sincères, quoi. Et je trouve ça assez vrai, quoi. Mais le fait que cette formule comme quoi Chuncho fait le mal, de façon innocente, ça c'est une formule que je reprends de ce que j'ai entendu chez Pasolini, en fait. Quand il filmait justement les petits malfrats des bidonvilles de Rome, c'est ce qu'il disait, en fait, parce qu'effectivement il filme dans Hackathon, et c'est un macro, quoi. Donc c'est quand même un type pas sympa à la base. Mais pourtant, en fait, pour Pasolini, il est innocent. Voilà, ça se comprend si on comprend la réflexion de Pasolini, quoi. Voilà. Bon, on s'arrête là alors. Juste dire que là on va passer le mois prochain au film, Juger la loi, donc de John Huston. Donc on va rebasculer aux États-Unis pour le nouvel Hollywood avec aussi Pat Garrett à la suite de Peckinpah, mais on reviendra au western italien avec Keoma, et là en fait c'est un film de 75-76 qui est un peu un film qu'on a appelé le chant du cygne du western italien, puisqu'il arrive très tard, et qui est un objet complètement hallucinant. Moi, je vous recommande de venir. Là, El Chuncho, ce que vous avez vu, finalement, visuellement, c'est relativement sage, en fait, esthétiquement. C'est-à-dire que, non, mais je veux dire, c'est pas du Sergio Leone, quoi. Je veux dire, il y a très peu de zoom. Enfin, c'est relativement classique, finalement, dans la facture. Peut-être pas dans le contenu. Mais si vous venez voir Keoma, là, vous allez vraiment en prendre plein les yeux, parce que c'est du western italien au carré, quoi. C'est vraiment... c'est une vraie expérience de cinéma. Je vous recommande. Enfin voilà. Merci en tout cas beaucoup d'être venu. Ouais.